Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé de bonnes vacances malgré le confinement et que vous gardez le moral. Courage. Il nous reste 2 cours pour terminer ce semestre qui a été extrêmement bousculé. La dernière fois, vous vous rappelez, je vous avais parlé du réalisme, du vraisemblable, dans leur rapport avec l'idée d'observation. Pour terminer le semestre, je voudrais vous parler encore de 2 idées, de 2 sujets. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question de l'invention sur le thème « Avoir de bonnes idées dans nos œuvres au programme ». Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai de l'aspect satirique et de l'aspect moral des 3 œuvres. Donc si on devait résumer un petit peu ces 2 dernières séquences sous un seul thème, sous un seul enjeu, ça pourrait être l'aspect psychologique de nos œuvres. Je passe à nouveau par la vidéo pour le faire, parce qu'il m'a semblé à travers vos retours que c'était un format que vous préfériez, qui vous semblait plus facile à suivre, et qui vous demandait peut-être moins de travail que d'éplucher des longs PDF. Je vous rappelle que les PowerPoint qui se trouvent en arrière-plan de mes vidéos se trouvent sur Eprel en format PDF, donc vous pouvez les utiliser si vous voulez récupérer des citations ou si vous préférez travailler sur des documents écrits. Et puis enfin, n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum d'Eprel ou par mail. Voilà, et je m'excuse pour le son des vidéos qui n'est pas terrible, mais je n'ai pas de micro et c'est pas facile d'aller en acheter dehors. Et puis enfin, quelques mots peut-être sur l'évaluation. Bon, évidemment, vous n'aurez pas de devoir en présentiel, vous vous en doutez. Vous n'aurez pas non plus de devoir en temps limité, parce que je pense que ça me semble tout à fait injuste par rapport à ceux qui n'ont pas de moyens de connexion, par rapport à ceux qui sont malades, puis par rapport à la diversité des situations qui se présentent dans toutes les familles, pour chacun. Donc, ce que je vais faire, je vous proposerai sans doute un devoir maison à rendre avec un délai assez raisonnable, qui ne sera pas trop long et plutôt des questions de réflexion. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Il faut encore régler quelques points au niveau de l'administration. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux étant donné la situation qui est quand même assez compliquée. Voilà ce que je pouvais vous dire pour commencer. Si c'est OK, on peut se lancer donc dans ce cours, ce 11e cours, sur le thème « Avoir de bonnes idées » dans les 3 œuvres que l'on étudie, Le Sage, Rétif et Merci. Bien, donc la question qu'on va se poser, c'est comment les 3 œuvres au programme représentent l'invention des idées. Comment est-ce qu'on a de bonnes idées? Pour vous faire comprendre un petit peu les enjeux, je vous donne quelques éléments de contexte sur le XVIIIe siècle. Et je commence par un rappel de la rhétorique. Vous savez que la rhétorique, c'est un art classique de construire un discours. Et cet art divise traditionnellement la capacité à construire un discours en plusieurs compétences. D'abord l'invention, qui correspond à la capacité d'avoir des idées. Il faut trouver des idées pour tenir un discours. Ensuite la disposition, une fois qu'on a ces idées, il faut les disposer en plan, les ordonner de manière rationnelle. Ensuite, il faut réussir à les présenter d'une manière plaisante à travers le style. C'est ce qu'on appelle l'élocution. Et puis enfin vient le moment du discours à proprement parler. C'est ce que la rhétorique appelle l'action, c'est-à-dire tout le jeu de scène, la prononciation, la mémorisation du discours. Donc ces 4 éléments constituent l'art de former un discours. Et alors le XVIIIe siècle va s'intéresser tout particulièrement au moment de l'invention. Comment est-ce qu'on trouve des idées pour écrire ou pour tenir un discours? Et un exemple de ça, qu'on a déjà pas mal vu, c'est la question de l'observation, puisque l'observation, c'est bien une technique, une méthode pour obtenir des idées. Et donc les romans qui parlent de l'observation vont s'interroger sur l'invention à l'origine de l'écriture. Cette question, comment les idées viennent à l'esprit, est cruciale dans la philosophie du XVIIIe siècle. Cette philosophie, c'est ce qu'on appelle le sensualisme, et c'est une philosophie qui est inventée par 2 penseurs, Locke en Angleterre, John Locke,
avec son essai sur l'entendement humain au tout début du XVIIIe siècle, et Condillac en France avec son traité des sensations en 1754. La philosophie sensualiste, elle est très importante pour comprendre la littérature du XVIIIe siècle. À peu près tous les auteurs connus y croient, Montesquieu, Diderot, Rousseau, etc. Et alors l'idée de base de la philosophie sensualiste, c'est que les idées naissent par la sensation davantage que par la réflexion. C'est-à-dire que l'esprit se construit dans son rapport au monde sensible. Le slogan de cette philosophie, c'est « Il n'y a rien dans l'entendement qui n'est d'abord passé par les sens ». Tout ce que l'on a en tête provient d'idées qu'on a récupérées dans le monde, au contact du monde par la sensation. Et à travers cette philosophie sensualiste, on assiste peu à peu à la naissance progressive de la psychologie, qui va devenir une science à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Donc ce contexte intellectuel explique pourquoi les écrivains de ce siècle sont extrêmement intéressés pour comprendre comment les idées arrivent dans la tête, comment on a des idées au contact du monde, par la marche, par la contemplation, par l'observation. Nous allons donc voir cet aspect dans les 3 œuvres au programme, en commençant par le Diable boiteux de Le Sage. Je partirai d'une citation qu'on trouve page 13. C'est le moment où le diable boiteux est encore enfermé dans son flacon, et il essaie de convaincre Léandro de le délivrer. Et donc voilà ce qu'il lui dit. « Je vous apprendrai tout ce que vous voudrez savoir. Je vous instruirai de tout ce qui se passe dans le monde. Je vous découvrirai les défauts des hommes. Je serai votre démon tutélaire, et plus éclairé que le génie de Socrate, je prétends vous rendre encore plus savant que ce grand philosophe. En un mot, je me donne à vous avec mes bonnes et mes mauvaises qualités, et ne vous seront pas moins utiles les unes que les autres. » Vous voyez, dans ce passage, le sage fait une comparaison entre Asmodée, le diable, et le génie de Socrate. Donc qu'est-ce que c'est que cette référence? À quoi ça renvoie, cette idée de génie de Socrate? C'est ce qu'on va essayer de voir. Le génie, ou le démon de Socrate, c'est une idée qui est développée d'abord par Platon dans ses dialogues, et en particulier dans l'Apologie de Socrate qui raconte la mort du philosophe. Dans ce livre, Socrate avoue qu'il a toute sa vie été guidé par une sorte de voix, une sorte d'intuition un peu mystérieuse, qui le conseille. Et en fait, les conseils que lui donne cette sorte de voix, ou cette sorte de génie en fait qui l'accompagne, sont des conseils purement négatifs. Ils lui disent toujours ce qu'il ne doit pas faire, sans lui dire ce qu'il doit faire. Donc c'est une sorte comme ça d'esprit qui aurait accompagné Socrate toute sa vie, en l'aidant à prendre les bonnes décisions. À partir du texte de Platon, Plutarque va reprendre l'idée du démon de Socrate pour écrire un texte sur ce sujet. Je vous en lis un passage et ensuite on le commente. Je vous rappelle que pour les grandes citations, vous pouvez les retrouver sur Eprel. Je vous ai mis un PDF qui correspond au PowerPoint que j'utilise ici. Donc si vous pouvez les récupérer directement par ce biais. Donc voilà ce que dit Plutarque, c'est dans un dialogue. « Tu estimes donc, Théocritos, répliqua Galaxidoros, que le démon de Socrate possédait une vertu spéciale et exceptionnelle. Tu ne crois pas que Socrate avait simplement acquis, par l'expérience, la maîtrise d'un certain terrain dans le domaine des liaisons nécessaires? En médecine, des élancements ou un abcès, en soi peu de choses, ont une signification d'importance. Pour un pilote, le cri d'un oiseau de mer ou le passage de quelques légères nuées annonce le vent et des vagues plus fortes. De même, pour une âme douée de divination, un éternuement ou un bruit, peu de choses par eux-mêmes, sont signes de conjectures graves, car en aucune science il n'est indifférent que par de petites choses on en annonce de grandes, ou par peu, beaucoup. Qu'est-ce que nous dit Plutarque dans ce passage? Je vous rappelle, chez Platon, le génie de Socrate, c'était une sorte d'intuition divine. En gros, pour Platon, Socrate, c'était comme Jeanne d'Arc, il entendait des voix, il était conseillé par des voix. Or, ce que fait Plutarque dans son texte sur le démon de Socrate, c'est qu'il va interroger cet aspect divin.
Plutarque, en fait, laisse entendre que cette intuition qui guide Socrate, ce n'est pas des voix divines, ce n'est pas un génie qui vient conseiller le philosophe, mais c'est une sorte de lecture de signes. Socrate devine ce qui va se passer à l'avance, exactement de la même façon qu'un marin expérimenté sait lire la venue de la tempête dans les vagues. C'est pas un pressentiment, une prescience, mais c'est une maîtrise de l'observation. Dans le texte de Plutarque, finalement, le génie de Socrate n'est plus un moyen d'interroger la magie ou la divinité, mais l'observation et les techniques de déchiffrage. C'est une idée qui est prolongée par Diderot au milieu du XVIIIe siècle dans les Pensées sur l'interprétation de la nature, paru en 1754. C'est un texte de méthodologie scientifique dans lequel Diderot va comparer les observateurs scientifiques avec le démon de Socrate. Dans ce passage, la grande habitude de faire des expériences donne aux manœuvriers d'opération les plus grossiers un pressentiment qui a le caractère de l'inspiration. Il ne tiendrait qu'à eux de s'y tromper comme Socrate et de l'appeler un démon familier. Donc en fait, ce que explique Diderot dans ce passage, c'est que les expérimentateurs scientifiques ont des sortes de pressentiments de ce qui va se passer, mais que ces pressentiments, ce ne sont pas des démons familiers, il dit bien, il s'y tromperait s'il l'appelait ainsi, mais ce sont des sortes d'habitudes, des sortes d'intuitions acquises par un grand nombre d'observations. Donc finalement, ce talent est purement rationnel et n'est pas du tout merveilleux. Donc vous voyez qu'à travers la question du génie de Socrate, de Platon à Diderot en passant par Plutarque, cette figure a été un moyen d'interroger l'observation, ou le fonctionnement de l'observation et le mécanisme psychologique de ces sortes d'intuitions. Revenons alors au diable boiteux de Le Sage. Qu'est-ce que fait Le Sage lorsqu'il compare Asmodée, le héros du récit, avec le génie de Socrate? Eh bien, on peut dire que Le Sage parodie en quelque sorte les réflexions que je viens de vous montrer. Dans le texte, dans le roman, Asmodée, c'est le démon qui donne ses idées à l'écrivain. Sauf que là où le génie de Socrate proposait une sorte d'explication vraisemblable, en gros, le génie de Socrate, c'était le nom d'une intuition, et ensuite on essayait de l'expliquer de manière rationnelle, comme le font Diderot ou Plutarque, eh bien le sage, lui, présente un personnage particulièrement invraisemblable. Il explique que toutes les idées du roman proviennent d'un diable qui ôte les toits de Madrid, donc quelque chose de purement merveilleux et d'improbable. Donc quel est l'intérêt de ce dispositif? C'est que c'est une manière pour le sage d'attirer l'attention du lecteur sur le regard porté sur la société. En effet, dans le roman, finalement, les descriptions sont assez réalistes. Le sage peint la société de Madrid avec ses ridicules, ses vices. C'est une société qui pourrait tout à fait exister. Mais la méthode qui permet d'accéder à cette société est, elle, purement merveilleuse. Le sage nous dit, si j'ai accédé à tous ces secrets, c'est parce qu'un diable est venu m'aider. Et donc vous voyez qu'il y a une sorte là de provocation qui vise à amener le lecteur à s'interroger sur la méthode de l'écrivain. C'est comme si un lecteur venait le voir et lui demandait « Mais comment vous faites pour connaître aussi bien les hommes, pour nous faire des descriptions aussi réalistes ?» Et le sage lui répond « Mais en fait, c'est parce que j'ai été aidé par un diable. » Vous voyez qu'il y a une sorte de provocation qui vise à piquer un peu le lecteur et à le faire s'interroger sur le regard. Le décalage entre la méthode complètement invraisemblable incarnée par Asmodée et puis l'écriture qui, elle, est parfaitement réaliste, une écriture moraliste, crée une sorte d'énigme au cœur du texte que le lecteur va devoir essayer de combler. Donc à travers ce dispositif, le sage s'interroge sur l'invention, sur les moyens que les écrivains ont à leur disposition pour faire naître des idées. Et vous allez voir que ce n'est pas le seul à avoir ces questionnements-là, et qu'on les retrouve chez Rétif et chez Mercier. Finalement, tous les écrivains du XVIIIe siècle s'interrogent sur ce moment de l'invention dans la rhétorique, en questionnant le mécanisme de création des idées. La question psychologique de la naissance des idées
est très importante dans la nuit de Paris. Je vous en donnerai 2 exemples. Le premier, c'est l'Incipit dont on n'a pas encore parlé. L'Incipit du roman. Il était 11 heures du soir. J'errais seul dans les ténèbres en me rappelant tout ce que j'avais vu depuis 30 ans. Tout à coup, une idée me frappe. Mon imagination s'embrase, mais les idées confuses qui se présentent ne me permettent pas de les classer. Dans ce désordre d'idées, j'avance, je m'oublie, je me trouve à la pointe orientale de l'île Saint-Louis. C'est un baume salutaire qu'un lieu chéri. Il me sembla que je renaissais, mes idées s'éclaircirent, je m'assis sur la pierre et à la tremblante lumière de la lune, j'écrivis rapidement « Première nuit ». Bon, première chose, une petite remarque de style. J'espère que vous avez noté le changement des temps. On commence au passé, il était, j'errais, puis le texte passe au présent, tout à coup une idée me frappe, et enfin il se termine en revenant au passé simple, il me sembla que je renaissais. Donc c'est une figure de style qu'on appelle l'énalage temporel, avec un N et 2 L, énalage. Et l'effet produit, c'est que ça rend la scène frappante, puisqu'on passe tout d'un coup au présent comme si les choses se déroulaient devant nos yeux. Ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est qu'il est, de manière assez étonnante, écrit comme un récit de conversion. Vous savez, ce sont ces récits où des personnages racontent la manière dont ils ont été frappés par la foi ou par la grâce. Le plus célèbre de ces textes, c'est le Mémorial de Pascal, dans les Pensées. Et l'une des caractéristiques de ces textes, c'est que les personnages renaissent, ils commencent une nouvelle vie à ce moment-là. Et là, c'est bien ce que dit Rétif, il dit « il me sembla que je renaissais ». La différence, néanmoins, c'est que on n'est pas ici dans le cadre d'une conversion religieuse, mais dans le cadre d'une conversion intellectuelle. Rétif est frappé par une idée, et c'est en fait l'idée du roman qu'il va pouvoir écrire. Donc ce qui me semble intéressant, c'est qu'en fait, dans ce passage, on voit naître à la fois une œuvre et un nouvel individu, à travers le choc d'une idée. Le choc d'une idée qui vient de la rencontre entre un lieu, la rue, la nuit, à 11 heures du soir, et puis une série de souvenirs, et la rencontre des deux produit une idée nouvelle qui ouvre une nouvelle voie pour l'écriture. Et puis enfin, on peut noter le lieu d'écriture, puisqu'il se représente en train d'écrire les nuits de Paris, assis sur une pierre dehors, et on peut mettre ça en rapport avec ce que je vous avais dit de Mercier, de Louis-Sébastien Mercier, qui disait que son tableau de Paris avait été écrit sur la borne. La borne, ce sont ces stèles de pierre qui sont dans la rue au XVIIIe siècle, qui servent à protéger les piétons. Et donc Mercier disait qu'il avait écrit son tableau de Paris en s'appuyant sur ces pierres-là. Et Rétif reprend un peu cette image dans le début des Nuits de Paris. Voilà, donc ce début, il est assez frappant parce qu'il met en scène vraiment la naissance du roman comme une idée intellectuelle. Le deuxième extrait qui va m'intéresser, c'est la 99e nuit, celle qui s'appelle L'arbre fétiche. Elle se situe page 144-145 de l'édition au programme. Je ne l'ai pas recopiée ici parce qu'elle me paraissait un peu longue, mais je vais vous en lire un extrait, page 145, pour vous remettre un peu en tête l'histoire. Donc c'est le narrateur qui croise dans la rue quelqu'un qui rend un culte à un arbre, et cette personne va lui en expliquer la raison. Donc je lis page 145, c'est le personnage qui parle. En 1766, j'eus une affaire très désagréable qui m'occupait sérieusement et m'obligeait d'aller fréquemment rue Neuve-Saint-Augustin. Je traversai le palais royal. Dès la première fois, vis-à-vis cet arbre, et presque sous son feuillage, il me vint une excellente idée. Je passai. Une seconde fois, je n'avais rien trouvé depuis 3 jours qui me satisfît. Et vis-à-vis cet arbre, au même endroit que la première fois, il me vint une excellente idée dont je fis usage. Enfin, une 3e et une 4e fois, la même chose arriva. Je fus surpris de cette singularité. Je pris l'arbre en affection, je le remarquai, je le saluai, je le pris pour mon fétiche. Depuis, quand je suis dans une situation très embarrassante, je viens à cette place, et presque toujours il arrive que je m'en retourne éclairé. Lors donc que je passe, je compte les arbres, et lorsque je suis devant le 9e, je dis tout bas « Salve arbo sonona salve », donc « Salut, 9e arbre ». Et je reviens sur mes pas s'il m'arrive de l'avoir oublié. Car c'est là, dans la place même qu'occupent monsieur et madame,
que me vint l'idée qui termina ma désagréable affaire. J'avais passé l'arbre sans le saluer, et il ne m'était rien venu. Je revins le saluer, et l'idée lumineuse se présenta. Je me ferais scrupule à présent de passer sans le saluer. Le second ayant cessé de parler, le premier, c'est-à-dire l'amant, se leva et fut se jeter à son cou. Sans y penser, monsieur, leur dis-je, là c'est le spectateur nocturne qui parle, sans le vouloir, vous venez de me donner l'histoire de l'origine de toutes les superstitions. Je vous suis obligé de cette école. Adieu. Alors, c'est un passage qui me semble intéressant à plusieurs titres. La première chose typique des Lumières, c'est qu'il offre une généalogie de la superstition. En gros, il se demande comment est-ce qu'on en vient à révérer des objets. C'est une question vraiment centrale dans la philosophie des Lumières. Par exemple, on peut citer un livre qui est très célèbre à l'époque, un livre de Charles Brosse, ça s'écrit comme une brosse. Donc Charles Brosse, du culte des dieux fétiches. C'est un livre qui fait la généalogie de l'histoire de la religion égyptienne de l'Antiquité et qui montre qu'elle est née à partir de raisons politiques et psychologiques. Et donc, tous ces ouvrages-là avaient évidemment une dimension critique, puisqu'ils partaient de religion et de superstition et montraient qu'elles étaient fondées sur des coïncidences ou bien sur des hasards. Or, ici, à l'échelle d'une petite scène urbaine, on voit que Rétif fait la même chose en montrant l'émergence de quelque chose de sacré à l'intérieur de la vie quotidienne. Donc c'est une sorte de généalogie critique de comment se forme une superstition. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est que ce qui est en jeu ici dans cette histoire, c'est la naissance des idées. Comment est-ce qu'on a de bonnes idées? Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est l'extérieur qui nous les donne ou est-ce qu'on les reçoit ou est-ce qu'on les produit nous-mêmes? C'est une question qui traverse les nuits de Paris, puisque le personnage, le spectateur nocturne, va dans les rues à la recherche d'idées pour divertir la marquise. Et donc, dans cette quête-là, il est amené à s'interroger sur l'élaboration des idées. Donc, les textes du XVIIIe siècle, dont ceux de Rétif, se questionnent beaucoup sur les circonstances de l'invention. Ils se demandent dans quelles circonstances est-ce qu'on a des bonnes idées. Et c'est par ce biais-là qu'ils sont amenés à s'interroger sur la marche et la flânerie en ville. Bon, je pense que c'est une expérience quotidienne que vous avez tous pu éprouver, c'est qu'on a assez facilement de bonnes idées en marchant. Et donc ce phénomène-là, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup les auteurs de la fin du XVIIIe siècle. Il faut peut-être que je vous commence par vous rappeler rapidement le contexte. C'est que au XVIIIe siècle, le fait de se promener en ville, c'est quelque chose finalement qui est assez nouveau. En effet, ça suppose plusieurs évolutions historiques. D'abord, ça dépend beaucoup de l'aménagement urbain, de l'état de la ville, puisqu'on ne se promène pas dans une ville où toutes les rues sont boueuses, où on risque de se faire trucider au moindre coin de rue. Donc il faut déjà un certain état de la ville pour que l'on puisse aller se promener dehors. Et puis ça suppose un certain état de la société, parce que le fait de se promener, c'est aussi une activité distinctive. On se promène pour être vu, pour afficher son loisir, donc il fallait un certain état de la société. Et donc on estime que les promenades urbaines à proprement parler, ou les flâneries dans les rues, apparaissent au cours du XVIIIe siècle. Et donc la littérature va s'emparer de cette nouvelle activité pour questionner les mécanismes de l'invention. C'est très clair dans le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, et en particulier dans un chapitre très célèbre qui s'appelle « Mes jambes ». Je vous lis le début. « Les rameurs ont les bras nerveux, mais ils ne savent pas marcher sur leurs jambes. J'ai tant couru pour faire le tableau de Paris que je puis dire l'avoir fait avec mes jambes. Aussi ai-je appris à marcher sur le pavé de la capitale d'une manière leste, vive et prompte. C'est un secret qu'il faut posséder pour tout voir. L'exercice le donne. On ne peut rien faire lentement à Paris parce que d'autres attendent. » Donc ici, Mercier explique que son œuvre provient de la marche. En fait, on écrit en marchant. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a une sorte de réflexion sur la manière dont les circonstances dans lesquelles on a les idées se répercutent au niveau de l'écriture. Parce qu'on a les idées en marchant, l'écriture va avoir certaines caractéristiques particulières, comme des chapitres très courts, qui correspondent à la rapidité des impressions qui défilent devant les yeux. Ils vont avoir des sujets qui varient au gré des rencontres, comme c'est le cas dans le tableau de Paris où les chapitres se juxtaposent comme ça,
des sujets complètement différents, ou comme c'est le cas dans les nuits de Paris, où les nuits qui se succèdent n'ont pas tellement de rapport les uns avec les autres. Donc à travers la représentation de la marche, c'est aussi une certaine idée de l'écriture qui est mise en scène par les auteurs. Rétif, dans les nuits de Paris, met lui aussi en scène un marcheur. Et alors ce qui me semble intéressant à noter dans cette œuvre-là, c'est que Rétif réfléchit à l'alternance qui existe dans nos esprits entre des activités d'attention, d'observation et des activités de rêverie. C'est une expérience que vous pouvez vous-même avoir dans la vie de tous les jours, un vrai mécanisme de l'esprit. Quand vous marchez, des fois vous êtes obnubilé par une pensée, vous ne voyez rien autour de vous, vous êtes juste en train de réfléchir à cette idée, et puis des fois vous marchez dans la rue et vous êtes très très attentif à ce qui vous entoure. Et en fait, les deux activités alternent l'une et l'autre, puisque des fois on voit dans la rue quelque chose qui nous fait penser, ensuite on y pense pendant un certain moment sans regarder ce qui nous entoure, et ensuite on revient à l'attention. Donc c'est une sorte de cycle. Et alors ce cycle-là, on le repère très bien dans les Nuits de Paris, où il est tout à fait bien rendu. Je vous en donne juste quelques éléments presque stylistiques. Tout d'abord, dans les Nuits de Paris, Rétif utilise très souvent le verbe observer en emploi absolu. Alors qu'est-ce que ça signifie l'emploi absolu? Dans la langue ordinaire, le verbe observer, il est transitif, c'est-à-dire qu'il appelle un COD. On dit j'observe un objet. Sauf que des fois, Rétif l'utilise sans préciser le complément. Par exemple, dans ces phrases, si vous voulez observer, me dit-il, il faut vous exposer. Mais il ne nous dit pas observer quoi. De la même façon, page 108, j'observerai, sans préciser encore le complément. Et donc ces usages du verbe observer sans complément, ils renvoient à une certaine forme d'attention qui cherche autour d'elle des objets à guetter, mais qui n'a pas vraiment d'idée préconçue. C'est une sorte d'attention flottante, un peu comme celle qu'on peut avoir quand on marche dans la rue, en regardant juste autour de nous ce qui nous entoure. Et ces usages-là alternent avec des passages plus de réflexion ou de rêverie, où Rétif développe une idée ou s'intéresse à une réforme, par exemple. Et à chaque fois, Rétif fait le lien entre ces rêveries et l'environnement dans lequel il les développe. Par exemple, page 117, après un long passage de réflexion politique, c'est ainsi qu'après avoir aidé à éteindre le feu, je réfléchissais en m'en revenant. Donc comme si cette réflexion-là était liée aux circonstances particulières dans lesquelles Rétif la met en œuvre. Bon, et pour conclure, je terminerai très rapidement sur un point, c'est l'écriture de soi. Puisqu'en effet, pendant toute cette séance, on a parlé de psychologie, de mécanismes de l'invention, de mécanismes de l'esprit, je voudrais vous dire un mot de ce genre qui repose sur l'introspection. Ce qu'il faut noter, c'est que Mercier et Rétif ont été des pionniers de l'écriture de soi qui est en plein renouvellement à la fin du XVIIIe siècle. C'est la naissance de l'autobiographie, du journal intime, un renouveau dans la mode des mémoires. Donc Rétif participe à cette vogue avec deux ouvrages, Monsieur Nicolas, qui est l'une des premières autobiographies. Elle fait suite à c'est une sorte de réponse à celle de Rousseau, Les Confessions. Et donc Monsieur Nicolas, c'est l'autobiographie de Rétif depuis sa naissance dans une famille de paysans jusqu'à ce qu'il devienne écrivain. Et puis le deuxième ouvrage d'écriture de soi, c'est Mes inscriptions. C'est l'un des premiers journaux intimes où Rétif note jour après jour tout ce qu'il fait. C'est pas très intéressant à lire parce que c'est surtout des notations de travail. Il décrit quelles œuvres il est en train de publier, mais c'est néanmoins une sorte de renouveau dans l'écriture de soi. Et puis le deuxième auteur qui m'intéresse est Mercier, qui publie Mon bonnet de nuit en même temps que les tableaux de Paris. Et alors Mon bonnet de nuit, c'est des sortes de réflexions, des idées qui sont notées. Elles n'ont rien d'intime, c'est pas vraiment de l'écriture de soi subjective, mais néanmoins ça témoigne d'une sorte de manière de recueillir jour après jour les idées qui nous viennent. Et ces idées sont adressées effectivement à son bonnet. Son bonnet de nuit, c'est le bonnet qu'on met pour dormir au XVIIIe siècle parce qu'il fait froid dans les chambres. Voilà, donc là, Mon bonnet de nuit, c'est pas vraiment de l'écriture intime, mais en revanche, c'est une sorte quand même d'écriture journalière. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un peu un aperçu de ces deux types d'écriture.
Je vais arrêter là pour ce cours. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et autrement, portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier cours de cette séance.